Lorsque vous travaillez sur des projets en entreprise, il peut arriver que vous ayez des dossiers de travail qui ressemblent à ceci. Vous voyez, on a dans un projet la version 1, la version 2, la version 3, la version F, la version finale, la version finale. Bref, on n'en finit jamais. On essaye comme on peut de versionner notre projet. Or, créer des projets comme ça lorsqu'on est data scientist, ce n'est pas du tout la bonne pratique à avoir. Sur le marché du travail aujourd'hui, pour apprendre à bien versionner vos projets, il y a ce qu'on appelle Git que vous devez absolument maîtriser. Qu'est-ce que Git? Git, c'est un outil qui vous permet en fait de versionner vos travail et vous empêche d'avoir des répertoires qui ressemblent à ceci. Au-delà du versionning, Git vous permet également de collaborer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez en équipe, vous pouvez développer de votre côté une fonctionnalité de votre travail et partager cela à d'autres membres de votre équipe. Aujourd'hui, je vous recommande Git pour 3 raisons principales. Première raison, Git va vous permettre de versionner efficacement vos travaux. Deuxième raison, Git vous permettra de collaborer, de travailler sur des fonctionnalités spécifiques d'un projet. Et la troisième raison, sur le marché du travail aujourd'hui, après Python, SQL, R, Git, c'est un des langages que vous devez absolument maîtriser si vous êtes data scientist, data analyst, data engineer, data whatever. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne à la newsletter pour ne pas rater des contenus de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé des actions, alors prenez votre ordinateur et suivez-moi étape par étape. Je vous garantis que à la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour utiliser Git au quotidien. Let's go! Cette vidéo sera divisée en 4 grosses parties. Dans la première partie, on va apprendre à installer ensemble Git. On va voir ensemble les syntaxes de base et surtout comment travailler avec Git en local. Une fois qu'on aura travaillé avec Git en local, la prochaine étape sera justement de comprendre comment passer des modifications qu'on a réalisées en local avec Git à partager sur un serveur distant qu'on note souvent GitHub. C'est quoi le lien entre Git et GitHub? On verra ça dans la deuxième partie. Après avoir fait le lien entre Git et GitHub, on va voir ensemble ce qu'on appelle la clé SSH qui vous permet en fait de faire des modifications en local et de partager efficacement via GitHub. Dans la dernière partie, on verra ensemble quelques fonctionnalités avancées pour utiliser Git efficacement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti pour la découverte de Git en moins de 30 minutes. Let's go! C'est parti pour la découverte de Git. Commençons par l'installation. Pour installer Git, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Internet et vous tapez sur une barre de recherche « Installer Git » sur Mac, Windows, peu importe. On va mettre comme ça « Installation de Git ». Vous voyez, il y a un premier lien qui s'affiche juste ici. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Installation de Git. Que vous soyez sur Windows, Linux, Ubuntu, peu importe le système d'exploitation que vous avez la démarche associée à votre installation de Git. Pour ceux et celles qui sont sur Mac comme moi, ici, vous pouvez ouvrir le terminal. En fait, pour installer Git, on va cliquer sur ce lien, juste là. Il faut d'abord commencer par télécharger ce qu'on appelle Homebrew, ce qui vous permet en fait d'installer certains outils sous Mac. Vous avez la procédure d'installation juste là. Moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas refaire. Une fois que vous avez installé ceci, l'installation de Git, on ouvre le terminal comme ceci. Lorsque vous avez ouvert le terminal juste là, tac, je ferme cet écran et je reviens sur l'écran ici. Lorsqu'on a ouvert le terminal, on va écrire la syntaxe brew. Pour que Mac reconnaisse brew, il faut bien sûr installer Homebrew. Brew install git. OK. Brew install git. J'exécute. Et là, Git sera installé sur votre ordinateur. Une fois que Git est installé, vous pouvez vérifier la version. De mon côté, ça charge encore. Voilà. Git est installé. Si je fais par exemple clear
pour effacer mon terminal et je fais git version pour voir la version. Moi, j'ai la version 2.45. Dites-moi en commentaire quelle version de Git vous utilisez en ce moment. OK? Une fois qu'on a installé Git comme ceci, pour ceux et celles qui ont Windows, n'hésitez pas à revenir sur le lien qui est juste là et vous suivez la procédure adaptée pour Git pour Windows juste là. Nous avons installé Git. Maintenant, nous allons voir les bases pour bien démarrer avec Git. On va considérer que nous travaillons sur un projet de data science, développement de modèles, et on aimerait avoir l'historique de nos travaux en local. Comment ça marche? On va commencer par aller dans nos documents, juste là. On va créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça projet Git, par exemple. Je vais appeler ça 01, comme ça, 01 underscore projet Git. OK, voilà le nom de mon dossier. Juste là. Pour versionner ce projet, je vais par exemple mettre ce modèle de régression logistique dans mon dossier. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Tac, je mets ça. OK. Je souhaite versionner l'ensemble des éléments qui sont dans mon dossier. Je commence par ouvrir une fois de plus le terminal. OK. Là, je me positionne dans mon dossier. Si je fais par exemple CD, c'est dans mes documents. Je fais cd./document par exemple. Là, je suis dans mes documents. Ensuite, je vais aller dans le répertoire de travail dans lequel j'étais tout à l'heure. Je vais faire CD 01. J'ai appelé ça projet, comme ça, projet underscore Git. C'était ça. Voilà. Si je fais par exemple ls, pour avoir la liste des documents qui sont dans mon répertoire, j'ai uniquement le fichier PKL avec ma régression logistique. Maintenant, on va donc apprendre comment est-ce que je dis à l'ordinateur que ce projet est versionné. Il faut commencer par initialiser. Et pour initialiser un projet, il faut utiliser la syntaxe git init. Voici comment ça marche. Je fais git init. Voilà. Cette fois-ci, vous voyez le message dépôt git vide initialisé dans projet git. Si je reviens dans mon dossier que j'ai créé, vous allez vous rendre compte que juste là, il y a un dossier virtuel qui a été créé avec un point git. Si ça n'apparaît pas de votre côté, activez les dossiers cachés et vous allez vous rendre compte qu'il y a bien ce point git qui a été créé. Quand vous voyez ce point git, ça signifie tout simplement que ce répertoire de travail est indexé. On peut avoir l'historique des versions. OK, on a initialisé notre repo. Prochaine étape, c'est de modifier et de suivre les modifications avec Git. Nous avons initialisé le travail. Maintenant, supposons qu'on souhaite modifier les éléments qui sont dans le dossier. Par exemple, si je reviens ici dans le dossier que vous voyez là et que j'ai un deuxième modèle, ok, je copie ça, je colle là, j'ai un deuxième modèle que je vais renommer ici, je vais appeler modèle 2.pkl. Ok, j'ai un deuxième modèle. Comment est-ce que je fais pour suivre la modification en Git? Il faut commencer par faire ce qu'on appelle un git add qui permet d'ajouter des fichiers dans votre répertoire de travail. Revenons sur ici, là. Si par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle un git status, ça vous donne quoi? L'état de votre suivi de modification. Vous voyez que modèle 2 est en rouge, régression logistique est en rouge. Ça veut tout simplement dire que on n'a pas encore ajouté ces deux modifications pour suivi. Pour pouvoir ajouter ces modifications, il faut faire ce qu'on appelle un git add. Je reprends. Lorsque je modifie mes travaux en local, pour pouvoir indexer ces travaux, il faut que je fasse un git add. Donc, ce qu'on va faire ici, on va écrire git comme ça, add. On va mettre le nom du fichier qu'on souhaite ajouter. Par exemple, imaginez-vous que je vais ajouter modèle2.pkl, modèle, comme ça, 2.pkl. OK. Si je fais ça, j'exécute. Et que si je fais encore un git status pour avoir l'état du suivi, vous voyez que modèle 2 est en vert. Il me dit en fait que le modèle 2 est déjà bien suivi dans l'ensemble des travaux. On peut faire la même chose pour la régression logistique. Je peux rajouter ici un git add. Et là, je prends tout ceci. Voilà. Ici, j'ai fait un git status.
Git status. Vous voyez que même la régression logistique est en vert maintenant. Nous venons d'apprendre à faire un git add qui permet en fait à Git d'ajouter toutes les modifications dans ce qu'on appelle la zone d'indexation. En gros, ce n'est pas encore une zone d'historisation, pas du tout. C'est juste une zone où on a donné des index, telle modification à tel index, telle autre à tel index, uniquement la zone d'indexation. Regardez ce fichier pour mieux comprendre ce que j'entends par zone d'indexation. Regardez ici. Lorsqu'on fait le git add, au début, juste là, on a notre répertoire de travail, notre dossier avec l'ensemble des fichiers. Lorsque je fais du git add, j'ai ajouté mes fichiers, je quitte de ce working directory pour aller dans la zone d'indexation. En fait, je donne un index à la modification. C'est ça le git add. Je vous ai dit au départ que Git vous permet d'historiser vos modifications. Pour pouvoir avoir cette historique, il faut quitter de cette zone d'indexation vers la zone d'historisation. C'est ça le rôle de git commit. Après avoir fait un add, on doit faire un commit pour avoir l'ensemble des historiques. En travaillant en local, on fait un git add pour ajouter les fichiers. Ensuite, on fait un git commit pour aller dans la zone d'historisation. On va le faire tout de suite avec notre projet. On avait ajouté 2 fichiers. Je peux refaire un git status pour voir si tous les éléments sont bien pris en compte. Vous voyez, on a bien le vert qui est là. Tout est OK. Pour faire le commit, je fais un git comme ça, commit, OK, tiret, je mets M, ensuite je mets le message. Ici, je vais faire une pause pour vous dire, à chaque fois que vous faites un commit, prenez l'habitude de toujours mettre un message central. Pourquoi? Ça va vous permettre de comprendre ce qu'il y a dans l'historique. Je vous ai dit, on fait un historique. Si je ne mets pas un message, je ne peux pas savoir ce que c'est en fait. Donc, c'est ça l'intérêt de ce git commit-m avec le message pour avoir l'historique. Donc, ici, on va mettre ici ajout de 2 nouveaux fichiers comme ça, OK, pertinent entre guillemets. Je vais mettre pertinent. Voilà, j'exécute. Je viens de faire un commit. Ça, c'est un premier commit. Dans la vraie vie, on peut faire plusieurs commits. Imaginez-vous, je rajoute un autre élément dans mon dossier de travail qui est juste ici. Tac. Je rajoute par exemple ici un autre modèle. OK, j'ai modifié. Lorsque je modifie, qu'est-ce que je fais? Selon vous. Après avoir modifié comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement. Lorsque je modifie, je dois faire un git add. J'ai ajouté, j'ai fait un git status comme ça. OK, j'ai fait donc un git add pour ajouter. Je peux faire le point pour ajouter tous les éléments. OK, là j'ai ajouté. J'ai fait un git status une fois de plus. Ici, vous voyez que tout est vert. Je fais un clear pour effacer. Donc maintenant, je dois faire un git commit. Git commit pour envoyer à la zone d'historisation. Git commit-m ajout du 3e modèle. OK? Voilà comment est-ce qu'on quitte de la zone d'indexation vers la zone d'historisation. Nous avons appris à ajouter des modifications et ajouter cela à la zone d'historisation. Maintenant, imaginez-vous que je souhaite revenir dans la version avec uniquement 2 fichiers. En gros, je vais récupérer un historique spécifique. Pour le faire, il y a 2 étapes. Première étape, vous utilisez git log pour avoir l'ensemble de vos commits. Deuxième étape, vous faites un git checkout pour vous positionner sur un commit spécifique. Allons sur mon PC pour voir concrètement comment ça marche. On va commencer par faire juste ici un git log dans le terminal. Vous voyez, on a l'ensemble des modifications, l'ensemble des commits. Pour chaque commit, vous voyez ici, on a un numéro. On a également le message dont je vous parlais, donc c'est important. Avec le message, je sais que ce commit-là, c'est le commit où on a ajouté un 3e modèle. Imaginez-vous, je vais revenir plutôt sur le commit où il y avait uniquement 2 fichiers. Qu'est-ce que je fais? Je récupère, vous voyez ici, ajout de 2 nouveaux fichiers, c'est ce que je souhaite récupérer. Je récupère le numéro du commit juste là, donc là, je vais récupérer le numéro du commit, je copie ça. Donc le git log pour avoir l'ensemble des commits, le git checkout, je colle l'identifiant. Si je reviens ici sur le projet, on peut ouvrir
On peut ici aller dans les documents, on prend un projet guide. Vous voyez, il y a uniquement 2 fichiers. Si je veux repartir ici la version avec 3 versions, je copie ce numéro qui est juste ici. Ok, je peux faire un clear pour que vous arrivez à voir ce que j'écris. Je fais un git check out. Vous allez voir, si je reviens dans mon dossier, il y a la version avec 3 fichiers. Donc, vous voyez qu'avec Git, vous pouvez avoir toutes les versions. Il suffit d'avoir l'identifiant du commit. OK? Vous allez peut-être me dire, toutes les modifications qu'on a eu à faire ici, c'est uniquement en local. On est d'accord? Vos collègues n'ont pas accès à ces modifications. Pour rendre ces modifications accessibles sur un serveur distant, il faut utiliser GitHub. Donc, c'est ça la principale différence entre Git et GitHub. Git, c'est l'outil de versionning, de modification, de mise à jour. GitHub, c'est le serveur distant qui permet en fait de collaborer lorsqu'on travaille sur Git. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on travaille concrètement avec GitHub. Nous avons appris à travailler avec Git en local. Maintenant, passons avec GitHub. Pour utiliser GitHub, premier réflexe, allez sur github.com. Vous allez créer votre compte en cliquant sur Sign Up ou Sign In. Moi, j'ai déjà mon compte. Je me connecte. Il suffit d'avoir l'adresse email et un mot de passe et vous vous connectez sur GitHub. Donc, lorsque vous avez un compte GitHub, vous pouvez en fait avoir accès à plusieurs projets. Par exemple, le repo, le CoinStat qui est disponible pour tous. N'hésitez pas, allez-y, foncez, vous créez votre répertoire, vous avez votre profil, vous pouvez mettre à jour votre profil et l'ensemble des éléments. OK? Donc, supposons que nous sommes sur GitHub et on veut travailler sur un projet qui est disponible sur le repo distant. Supposons par exemple ici, mes répertoires sont ici, repository, l'ensemble des répertoires que j'ai créés sur lesquels vous pouvez travailler. J'aime de travailler sur quoi? Sur le répertoire par exemple ici, livres recommandés par exemple, donc l'ensemble des livres qu'on recommande à la data science. Pour pouvoir travailler avec ce repo, il faut que je fasse ce qu'on appelle un clone. Il faut que j'arrive à cloner ce repo sur mon répertoire en local. Et pour pouvoir cloner, vous voyez juste ici, ça c'est une question que j'ai souvent, comment est-ce qu'on télécharge des informations sur Git. Vous avez ici sur code, vous avez la possibilité de download des zip ou alors la version GitHub avancée. Je viens ici, je copie ceci, je repars sur mon terminal, ok, supposons là je suis dans mon terminal, je vais cloner ça dans mon répertoire, par exemple ici, tac, je suis sur mon terminal, je vais effacer, clear, ok, et je vais remettre dans, je mets clear, et là je vais faire git clone, comme ça, git clone, je mets le lien HTTPS. Vous allez voir ce qui se passe, il va cloner ce projet dans le dossier actuel. Si je reviens dans mon dossier, juste là, ok, je viens dans mes documents, juste ici, voilà, vous voyez, ici, il y a un dossier livre recommandé qui a été cloné. Ça veut dire, je peux travailler sur ce dossier en local et partager mes modifications sur le serveur distant. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à cloner un dossier qui est déjà disponible sur GitHub. Nous avons appris jusqu'ici à cloner des répertoires avec le protocole HTTPS. On a vu comment est-ce qu'on modifie, on fait un commit et on fait un push pour partager sur le répertoire distant. Sauf que en utilisant le protocole HTTPS, il faut à chaque fois mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et ça, c'est pas très sécurisé. Pour utiliser une connexion sécurisée, je vous recommande toujours d'utiliser la clé SSH. Comment ça marche? Première étape, on commence par définir sa clé SSH. Par exemple, si je veux cloner ce répertoire qui est juste là, ok, le CoinStat, vous voyez qu'il y a plusieurs protocoles. Il y a HTTPS, vous voyez, c'est ce qu'on a copié tout à l'heure, mais il y a aussi la clé SSH. Donc, pour l'utiliser, qui est une connexion sécurisée, je commence par définir ma clé SSH. Comment? On va sur Internet, on tape GitHub, on va faire clé SSH GitHub. Et vous allez voir sur le premier lien qui sera là, vous aurez la procédure pour générer une clé SSH. Et c'est assez simple. Pour générer la clé SSH, c'est assez simple. Il suffit juste de copier ceci et de coller. Donc, on va copier ça. On va revenir, vous voyez, première étape, ouvrir le terminal. On va revenir sur notre terminal qui est juste ici. OK. On va coller ceci. OK. Et on va modifier l'adresse email. Mon adresse email, c'était encore quoi? Oui, c'est ça. Ici, je copie. Et je vais changer ceci par mon email. Vous également faites la même chose de votre côté. Tac.
j'agrandis. Je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Donc ici, je vais modifier en mettant mon adresse. Voilà. Ici, je mets mon adresse. Vous allez voir, avec ça, on va générer ce qu'on appelle la clé SSH. Il me dit, il y a déjà des clés privées et publiques qui existent parce que j'avais déjà créé de mon côté des clés privées et publiques. Donc, je vais commencer par préciser ici. Je vais mettre le nom. Non, ça existe déjà. Donc, je vais mettre oui, juste là. Paraphrase, je ne mets rien du tout. Rien du tout. Je viens de créer, vous voyez, une clé privée qu'on ne doit jamais partager et une autre clé publique qu'on peut partager. Si vous voulez voir le contenu, il suffit juste de copier par exemple la clé publique qui est juste là. Je copie ça. Vous écrivez 4, vous mettez le nom de la clé. OK? Voilà la clé SSH qui a été générée. Une fois que cette clé SSH est générée, il faut connecter cette clé SSH à votre compte GitHub. Qu'est-ce qu'on fait? On copie tout ce qui se trouve ici. OK? On revient sur GitHub. Voilà, on revient sur GitHub. Voilà, comme ça. Je viens sur mon repo GitHub, juste ici. On va aller dans nos paramètres. Vous voyez ici, il y a Settings. On va aller dans Settings. Ensuite, on va aller juste ici. Vous voyez, il y a SSH and CPG Keys. Moi, j'ai déjà une clé qui est active. Je peux rajouter une nouvelle clé en cliquant ici sur New Key. Ici, je vais mettre ici Mac Live, Mac Vidéo. OK? Et là, je copie, je colle, je vais la supprimer. Je fais Add SSH Key, j'ai tout copié. Et là, ma clé SSH a été ajoutée. Une fois que vous avez défini la clé SSH, vous avez connecté votre clé publique SSH avec GitHub. Maintenant, vous pouvez faire connecter, communiquer GitHub distant et Git en local. Comment ça marche? On va repartir en fait sur GitHub une fois de plus. Juste là, on repart sur GitHub. On va essayer de cloner un autre dossier. Cette fois-ci, tac. On va cloner un répertoire aléatoire sur mon compte. Tac, je vais revenir sur le coin Stat ici. Je suis dans mes settings. Donc, on va revenir ici Home. Donc, on va cloner par exemple WAS. Je vais cloner le dossier WAS. Je copie ça et je vais faire, au lieu de prendre le HTTPS, je prends SSH. Tac. Et pareil, pour cloner, c'est git clone. Donc, je suis cette fois-ci, je vais me mettre dans mes documents, slash document, je me mets dans mes documents, j'ai fait un git clone. Et cette fois-ci, via la clé SSH, OK? Et là, c'est en train de cloner le document. Une fois que c'est terminé, vous allez voir votre dossier dans votre répertoire de travail. Ici, c'est terminé. Si je reviens dans mon répertoire de travail, qu'est-ce que j'ai cloné déjà? J'ai cloné WAS. Si je reviens dans mes documents, vous allez voir, j'ai un nouveau dossier WAS qui est juste là. OK? Supposons que je vais copier cette présentation, je la colle. C'est une modification que j'ai rapportée. J'ai modifié. Il faut que la modification soit répertoriée. Je vais appeler ça temp pour que ce soit lisible. Temp. Il faut que la modification soit affectée sur le repo distant. Qu'est-ce que je fais? Tac. Je reviens là. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On commence par faire un git status. Vous vous rappelez? Status. On voit... Ah, c'est pas un repo git. Il faut d'abord que je me mette dans WAS. Je fais là. cd / WAS. Voilà. J'ai fait git status. OK. Je fais un git add pour pouvoir ajouter ma modification. Je fais un git commit pour envoyer à la zone d'historisation. Git commit. Je mets un -m ajout. Comme ça, je vais appeler ça ajout. J'ai ajouté l'élément. Quand j'ai fait un git commit, sur le répertoire distant, ma modification n'est pas encore disponible. J'ai fait un git push pour envoyer sur le serveur distant. Vous voyez que cette fois-ci, il ne me demande plus du tout de mot de passe. Pas besoin de mot de passe lorsqu'on fait un git push. Si je reviens maintenant sur le serveur distant, sur le dossier WAS, vous n'aurez pas la possibilité de faire des commits sur mon dossier WAS parce que c'est un dossier qui est privé. Mais créez votre propre dossier et vous faites des tests, vous voyez. Il y a bien le temp qui a été rajouté maintenant. On a vu comment est-ce qu'on clone un répertoire avec la clé SSH. On modifie ce répertoire en local. On ajoute la zone d'indexation avec git add. On ajoute dans la zone d'historisation avec git commit. Et on fait un push pour partager sur le repo distant. Maintenant, supposons qu'il y a des modifications qui ont été effectuées sur le repo distant. Comment est-ce qu'on fait?
Ok, supposons qu'ici, je rajoute un nouveau fichier. Par exemple, là, je fais la commande comme ça, create a new file. Ok, j'ai ajouté un nouveau fichier. Je vais appeler ça, ceci est un test. Voilà. Je mets test. Non, je vais appeler ça test live. Comme ça. Avec un S, on fait n'importe quoi. Je fais commit, change. Voilà. Voilà une modification que j'ai rajoutée. Si je viens dans mon repo en local, on est d'accord, cette modification n'est pas encore visible sur mon repo en local. Revenons dans le dossier WAS. J'ai rajouté, si je prends dans le dossier WAS qui est juste ici, vous voyez, il n'y a pas encore cette modification. Comment je peux avoir ce fichier? Pour avoir ce fichier, il faut faire ce qu'on appelle un git pull. En gros, je reviens sur mon terminal. Ok, je reviens là sur mon terminal. Tac. Sur le terminal, je fais un clic pour que vous voyez tout. Et je fais un git pull. Le git pull va récupérer toutes les modifications qui sont sur le serveur distant et mettre ces modifications sur mon PC en local. J'exécute. Il va chercher toutes les modifications. Et voilà, vous voyez, test live a été ajouté. Si je reviens dans mon dossier en local, tac, tac, et là, boum, par magie, on a le fichier test live que je peux ouvrir, qui s'affiche sur un écran que vous ne voyez pas. 2 secondes, tac. Et là, on a le fichier. Donc, c'est exactement ça. Travailler sur Git. Avec Git, en fait, vous pouvez modifier des éléments en local partagé. Et une astuce, avant de faire un push, comme on l'a fait tout à l'heure, faites toujours un pull. Parce que si vous ne récupérez pas les versions qui sont à distance avant de modifier, ça risque d'écraser les modifications des autres. Donc, n'hésitez surtout pas à toujours faire des pulls avant de faire des push. La stratégie, c'est git add, git commit, git pull, git push. Git add, git commit, git pull, git push. Toujours, ok? Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on travaille avec GitHub sur le terminal. Honnêtement, dans la pratique, c'est pas ce que moi j'utilise souvent. Il y a une méthode simple, vraiment simple, pas besoin de vous casser la tête pour travailler avec Git. C'est ce qu'on appelle GitHub Desktop. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez simplifier la vie sans utiliser le terminal en utilisant GitHub Desktop. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, vous vous connectez et vous pouvez faire toutes les manipulations sans aucune ligne de code. Voyons comment ça marche. Allons sur Google pour télécharger GitHub Desktop. Comme pour tout logiciel, vous faites télécharger GitHub Desktop. Juste là, ok? Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous cliquez sur le lien qui est juste là, documentation, télécharger GitHub Desktop, download for Mac, for Windows, ça marche de la même manière. Je télécharge, ça charge. Une fois que c'est chargé, j'ouvre GitHub Desktop, tac, vous voyez, j'ai le fichier zip qui a été téléchargé. J'ouvre là, et si je double-clique ici, vous allez voir, ça extrait le fichier, mais moi, je l'ai déjà. Vous suivez la procédure, voilà. Vous suivez la procédure et vous avez GitHub Desktop. Je fais ouvrir. Et là, normalement, je peux avoir accès à GitHub Desktop. Donc, si je fais la GitHub Desktop, tac, application, c'est une application que j'ai déjà installée personnellement, qui s'ouvre de l'autre côté. Ça prend un peu plus de temps. Donc, une astuce, travaillez toujours avec GitHub Desktop. Par la magie du montage, j'ai déjà ouvert GitHub Desktop. De votre côté, vous aurez besoin premièrement de vous connecter. Vous pouvez vous connecter, pouvoir ajouter en fait votre compte GitHub. Une fois que vous vous êtes connecté, vous pouvez cliquer juste ici, vous voyez, Clone Repository. Donc pour cloner, plus besoin de faire la clone. Je peux choisir, je suis déjà sur mon compte GitHub. Donc je peux choisir par exemple ici, épisode 4 par exemple. Supposons que je clone ça. Tac. Là, ça va cloner le répertoire et ça va mettre, je peux mettre Open in Finder. Vous voyez, ça va ouvrir le dossier, le répertoire que j'ai cloné. Voilà, si je viens là, vous voyez ça ouvert. Si par exemple je modifie, je copie ça. Par exemple, je copie ça, je modifie, j'ajoute un élément, ok. Ce qui est génial avec GitHub, quand j'ai modifié GitHub Desktop, quand j'ai modifié, si je reviens ici, il a détecté la modification. Ça m'a déjà rajouté à la zone d'indexation. Il faut juste que je fasse un commit. Pour faire le commit, je mets ici ceci, un message, voilà. Et là, je mets la description, tac. Il me rajoute à la zone d'indexation, je fais un commit. J'ai rajouté l'élément. Quand je fais le commit, il me détecte ici qu'il faut que je fasse un push. Vous voyez? Attendez, je me décale un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez? Il me détecte ici
que je dois faire un push automatiquement sans avoir besoin de faire le code. Je fais push. Franchement, GitHub Desktop, c'est un game changer. Utilisez-le. Si je fais un push et que si je reviens par exemple ici sur GitHub, vous allez voir que dans mon GitHub, tac, je vais à github.com. On revient sur GitHub tout de suite. Voilà. Si on revient sur GitHub, si on repart sur épisode 4, juste là, vous allez voir que ma modification maintenant a été prise en compte. Pareil, si je modifie un élément juste ici, par exemple, si je fais un nouveau fichier, ok, ceci est un test, et que je fais test, je fais un commit sans rien changer, ça a été modifié sur le serveur distant. Si je reviens ici sur GitHub Desktop, vous allez voir qu'automatiquement, il me dit, il faut que je fasse un pull. Et là, je fais un pull. En faisant le pull, si j'ouvre ici Show in Finder, j'ai la modification qui est déjà disponible dans mon répertoire de travail. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le terminal, vous pouvez utiliser GitHub Desktop et ça vous permet d'aller plus rapidement. Nous avons vu l'ensemble des notions indispensables pour bien démarrer avec GitHub. Le git init pour initialiser un repo. Le git clone pour cloner, attention, avec SSH pour avoir la clé SSH. Le git add pour ajouter des modifications. Le git commit pour envoyer à la zone d'historisation. Le git pull pour récupérer toutes les modifications sur le serveur distant. Le git push pour envoyer nos modifications sur le serveur distant. On a également vu le git log pour avoir l'ensemble des commits. Maintenant, on va voir des fonctionnalités avancées qui peuvent vous permettre d'aller plus rapidement avec GitHub. C'est ce qu'on appelle la notion de branche. Qu'est-ce que c'est? En fait, je peux développer une branche spécifique de mon projet qui permet de développer une fonctionnalité. Je développe une autre branche qui permet de développer une autre fonctionnalité. Et finalement, je fusionne les deux branches pour avoir le projet final. On va voir ça ensemble tout de suite sur GitHub. Pour matérialiser cette notion de branche, allons sur mon ordinateur. Vous allez voir, allons sur GitHub. Si je reviens sur mon GitHub qui est disponible jusque là, par exemple sur ce projet, je vais prendre un autre projet. Comme ça, vous comprenez bien. Par exemple, le projet épisode 4 sur lequel on travaillait tout à l'heure. On va prendre le projet TAM. Allez, le projet TAM qui est juste là. Vous voyez, il y a deux branches principale, la branche modèle, peut-être sur laquelle il y a un autre modèle. Entre guillemets, il y a un autre modèle disponible. Supposons que je clone ce projet-ci sur mon terminal et je veux rajouter une autre branche qui permet de faire, par exemple, je ne sais pas trop quoi, la prédiction. Ok, je vais venir sur mon terminal. Pour cloner, je me mets dans mon document. Je fais ici CD. Je me mets dans mes documents. Ok, dans mes documents, comme ça. Document comme ça, voilà. Et je n'ai pas bien écrit document. Je fais cd./document comme ça, voilà. Et là, je vais faire un git clone avec la clé SSH. J'ai cloné le projet. Il existe déjà. Bon, du coup, je vais juste faire un cd./projet temp. Ok, je suis dans mon projet. Si j'écris git branche pour avoir la liste des branches, j'ai deux branches, ok. Je veux créer une nouvelle branche. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste un git branche. Je vais appeler ça prédiction. Prédiction. Voilà, je viens de créer une nouvelle branche. Pour vérifier, git branche. Vous voyez, cette fois-ci, j'ai 3 branches prédiction. Supposons que dans la branche prédiction, je crée un fichier prédiction. Donc, pour me mettre sur la branche prédiction, je fais git check out prédiction. Voilà. Et là, j'ai basculé sur la branche prédiction. C'est sur cette branche que je souhaite travailler. Donc, je reviens sur mon répertoire. J'ai déjà basculé. Je reviens sur mon répertoire de travail. J'étais ici sur le projet TAM, juste là. Je vais rajouter par exemple ici un projet R que je vais appeler, renommer, je vais appeler prédiction. OK? On est d'accord? Pour modifier, qu'est-ce qu'on fait? On fait un git add déjà point. On fait un git commit. Le commit, je fais le message prédiction, c'est uniquement la prédiction. On peut faire un git push pour envoyer. Ici, il me dit, pour faire un push, il faut préciser sur quelle branche je fais le push. Donc, je fais ici. Voilà. Tac. Origine, prédiction. Et là, maintenant, ça va
partager mes modifications. Si je fais un clear, ça va partager mes modifications sur le repo distant. Si je reviens sur GitHub jusqu'ici, vous voyez, en termes de branche, je vais actualiser. Et là, j'ai une troisième branche prédiction. Vous voyez que dans prédiction, j'ai le fichier prédiction. Mais si je vais sur la branche main, je n'ai pas le fichier prédiction. Si je vais sur la branche modèle, je n'ai pas le fichier prédiction. OK? Supposons maintenant que j'ai fini de travailler avec mes prédictions et je veux partager les prédictions sur la branche principale. Comment ça marche? Il suffit juste que je fusionne ma prédiction et ma branche principale. Pour le faire, je reviens ici. Non, c'est pas là. Je reviens sur le terminal. OK? Je suis sur le terminal. Et là, je fais un git branche pour voir l'ensemble des branches. Je suis sur prédiction. Je fais un git check out main. Je suis sur la branche main. OK? Ah non, c'est git check out main. Je suis sur la branche main pour vous prouver que je suis sur la branche main. On va revenir dans le dossier de travail. Vous voyez, il n'y a plus le fichier prédiction. Mais moi, je veux avoir le fichier prédiction ici. Comment je fais? Je dois fusionner main et prédiction. Je dois donc faire un git merge. Git merge prédiction. Je suis déjà sur la main. Je fais un git main prédiction. Et cette fois-ci, j'ai fusionné les deux. Et là, si je reviens sur mon dossier, vous voyez, il y a bien prédiction qui est disponible ici. OK? Donc, c'est disponible là, mais ce n'est pas encore disponible sur le serveur distant. Pour que ce soit disponible, je dois faire un git add. Je peux faire un git status déjà. Vous voyez, il me dit qu'il n'y a pas eu de push. Donc, je dois faire un git add quand même. Git add. Git commit pour tout. Partager-m. Fusion. Git clear. Je fais clear, pardon. Clear. Il a fait un git push. Et là, ça va partager l'ensemble de mes modifications sur la base principale. Si je reviens sur GitHub Desktop, tag, ici, vous voyez que sur la branche principale, ici, j'ai tous les éléments. Une fois que j'ai tous mes éléments sur la base principale, il faut absolument que je supprime les branches inutiles. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Retenez bien, il y a exactement 5 commandes clés à retenir pour pouvoir utiliser Git au quotidien. Dans 90% des travaux, vous aurez besoin de ces 5 commandes. Git init pour initialiser un repo. Git clone pour pouvoir cloner un repo distant. Vous avez Git commit qui vous permet d'envoyer vos modifications. Vous avez écrit un nouveau code, un Git commit avec un message pour envoyer les modifications. Ensuite, le Git pull pour pouvoir récupérer les modifications potentielles qui sont sur le serveur distant. Après avoir fait le Git pull, vous faites un Git push pour pouvoir envoyer vos propres modifications. Retenez bien l'ordre que j'ai donné. Toujours le Git commit, ensuite le Git pull et enfin le Git push. 5 commandes, Git init, Git clone, Git commit, Git pull et Git push. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris grâce à cette vidéo. Si vous souhaitez comprendre comment utiliser Git sous VS Code, regardez cette vidéo. Si par contre, vous souhaitez apprendre à utiliser des environnements virtuels, parce que c'est la clé lorsqu'on programme en général, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye!